Professeur Grimaldi, André Grimaldi, vous êtes professeur d'endocrinologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Et selon vous, on ne peut plus soigner correctement aujourd'hui. On est arrivé au bout d'un système guidé par la rentabilité qui épuise le personnel soignant et peut-être même aussi les malades, mais ça, on en parlera bien sûr. Il faut arrêter de vouloir faire plus avec moins. À côté de vous, Delphine Bagary. Bonsoir madame, vous êtes médecin, député La République En Marche des Alpes de Haute-Provence. Vous êtes médecin à Riez. C'est un petit village, n'est-ce pas, qui compte 2000 habitants. Selon vous, des méthodes venues de l'entreprise comme les audits sont une bonne chose pour l'hôpital, mais aujourd'hui, il faut faire confiance aux initiatives locales pour offrir plus de souplesse à des grosses machines déshumanisées. Et Éric Favreau, bonsoir. Vous êtes journaliste au quotidien Libération, on venait d'en parler avec notre invité précédent de Libération. Vous êtes spécialiste de la santé. Vous considérez que le mot rentable ne convient pas à l'hôpital. Il faut lui demander d'être hospitalier à l'hôpital, car dans le système actuel, tout le monde est oublié, les patients et les soignants. Et il convient de donner un avenir, un sens à cet hôpital public. C'est bien ça ? Oui, ça reflète parfaitement votre pensée. À peu près. Oui. On démarre avec une question, Nadia, d'un internaute. Téléspectateur, qui demande si l'hôpital est une entreprise avec des objectifs d'optimisation, de rendement, de rentabilité. Éric Favreau, est-ce qu'il y a effectivement une logique comptable qui s'est faite au détriment du patient? Je pense notamment à la tarification à l'acte. Est-ce qu'on est dans cette logique-là? Oui, il y a eu tout un discours autour de se mélanger deux choses, parce que il y avait le discours, l'hôpital est une entreprise. Et évidemment, l'hôpital n'est pas une entreprise. Une entreprise, c'est fait pour gagner du fric. Ce n'est pas le cas. L'hôpital, c'est fait pour soigner. Public. Voilà. Mais il y avait une grande ambiguïté, voire une certaine hypocrisie, c'est que derrière ce vocabulaire-là, on voulait dire l'hôpital doit être plutôt bien organisé, plutôt bien fonctionner, etc. Et il y avait d'ailleurs, mais ça a un peu disparu ces temps-ci, l'idée qu'un hôpital devait être dirigé. Il devait avoir un patron. C'était d'ailleurs les propos assez forts de Nicolas Sarkozy à l'époque. Et ce n'était pas totalement idiot parce que les directeurs, on n'a pas d'image de quelqu'un qui dirige un hôpital. Voilà. Donc tout ça s'est mélangé sur cette idée que l'hôpital devait être une entreprise. Et on voit qu'au bout du compte, c'est une entreprise qui ne marche pas. Professeur Grimaldi, c'est un petit peu plus que l'hôpital, non? Il y a des valeurs liées à l'hôpital, il y a une histoire, une longue histoire de l'hôpital français. C'est un lieu où il y a de la prévention, c'est un lieu d'apprentissage, c'est un lieu presque où on crée du lien, c'est un lieu où il y a la continuité des soins. Enfin, ça a eu la mission, la vocation de l'hôpital est considérable. Oui, ce que vous dites, c'est une complexité. Oui. Mais pour rester dans le vrai sujet qu'on a abordé, c'est qu'il faut distinguer qu'il y a des maladies aiguës et des maladies chroniques. Mais on va y venir. Il y a des maladies aiguës. Professeur Grimaldi, on va y venir dans le débat. Le problème de l'hôpital entreprise, c'était ça. Parce que ce qui a été dit à l'époque, Jean de Carvasdoué, dans un que sais-je, sur que l'hôpital. Il dit l'hôpital est une entreprise commerciale comme les autres. Et il dit le mot marketing choque, mais c'est bien de cela dont il s'agit. L'hôpital cherche à vendre. Oui. Donc la tarification à l'activité a été utilisée non pas comme une technique de financement adaptée à un certain nombre d'activités, mais comme une politique visant à transformer l'hôpital. Et comme vous le dites très bien, au fond, c'était adapté à une des missions de l'hôpital, de haute technicité, y compris standardisée dans sa constitution, mais pas à la complexité, pas à la maladie chronique, pas à la prévention, pas à l'éducation du patient. Et d'ailleurs, la psychiatrie n'a pas pu y rentrer. Elle n'est toujours pas dans une tarification à l'activité, parce que, évidemment, la dimension psychologique du soin, vous ne pouvez pas la quantifier, la mettre en chiffres, et la dimension sociale non plus. Alors, on s'intéresse toujours aux chiffres, mais celui-ci est le chiffre du jour, un chiffre global, des économies à faire? Absolument, ce qui prouve qu'on ne peut pas oublier la quantification. Et ce chiffre illustre la pression qui est posée par les autorités sur l'hôpital public. 1,6 milliard d'économies demandées par le gouvernement aux hôpitaux publics. Je voudrais qu'on soit très concret avec vous, André Grimaldi. Encore et encore des économies. Qu'est-ce que ça signifie concrètement dans votre hôpital, la Pitié-Salpêtrière? Comment réagit le Martin Hirsch? Martin Hirsch, patron de la science publique de Paris. C'est ça, il réagit avec les moyens qu'il a. Comme on est une tarification à l'activité, ce que ça veut dire, votre 1,6 million d'économies, ça veut dire qu'on baisse les tarifs. 1,6 milliard. 1,6 milliard. 1,6 milliard sur des hôpitaux qui ont déjà un déficit d'1,5 milliard. Donc on va baisser les tarifs, automatiquement. Pour soulager la sécurité sociale. Parce que si vous voulez rester dans l'objectif de l'ONDAM, c'est-à-dire du budget des hôpitaux, la seule façon de faire, c'est de baisser les tarifs. Donc quelle est la réponse? Augmentons l'activité. Donc on arrive à un système fou qui est de dire qu'il faut faire plus d'activité quand les tarifs baissent. Il faut sortir de là. C'est-à-dire que les personnels sont débordés, on va demander trop à des infirmiers et des infirmières. Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Concrètement, on va aller dans le mur. Non, concrètement, là,
on va essayer de regarder quelles sont les activités rentables et quelles celles qui ne sont pas. Vous donnez l'exemple d'un médecin qui ont La dû faire, chirurgie de l'obésité est rentable, les la chirurgie de la thyroïde, allons-y. Alors, on pousse à l'activité. Est-elle utile ou pas utile? C'est un peu secondaire. Le tout, c'est qu'elle soit rentable. Hein, et y compris, on va vous dire, on le fait ça parce que c'est la seule façon qu'on a, y compris, de financer des activités non rentables. Donc, on est dans une espèce de... Et puis, on va les fonds de tiroir, on va racler, mais ça fait 10 ans qu'on fait ça maintenant. Hein. Donc, je pense que ça va aller dans le mur. Parce qu'au fond, si on vous donne une dotation, si on vous dit vous avez un budget, vous pouvez le gérer, vous n'êtes pas en chercher les tarifs. Hein, je vous donne un exemple très concret. Puisque oui, avant qu'on écoute Delphine Bagari. Malade, cancéreux, métastase, 5 grammes de glycémie. Je lui dis quand même, il ne faudrait peut-être pas qu'il reste à l'hôpital. Je vais peut-être le soigner en ambulatoire. On va lui apprendre à faire son insuline. Il va m'envoyer des mails, il va téléphoner, on va gérer ça. Mais ça, vous dispensez l'argent, l'hôpital ne peut pas être rentable comme ça, vous n'avez pas de tarif. Vous êtes en pédiatrie, vous téléphonez avec les parents. Ah ben c'est pas rentable. On vous demande Donc, de garder les gens. Il y a une espèce de folie. Si vous avez une dotation, vous dites je la gère, je vais faire autrement, je vais m'adapter. La télémédecine, on est en retard. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de tarif de télémédecine. En fait, téléphoner entre un malade et un médecin, ça ne date pas d'aujourd'hui. Pouvoir se téléphoner à l'hôpital. Maintenant, on en est à vouloir des tarifs pour qu'un médecin généraliste téléphone à l'hôpital, on va faire un tarif. Delphine Bagari. Oui, j'ai bien écouté ce que disait le professeur Grimaldi et qui... Totalement, je pense, dans la réforme que veut instituer le gouvernement actuellement, c'est-à-dire qu'on va changer un petit peu de logiciel de financement. En fait, le but est de changer de logiciel de financement où on reprend, on remet le parcours du patient ou le parcours de soins, Agnès Buzyn parle de parcours de soins, au cœur du système de financement, qu'il soit à l'hôpital, qui soit aussi en ambulatoire en ville, puisque le but, c'est quand même d'arriver à cette continuité-là. Moi, on l'entend tout à fait. On ne peut plus, on remet en cause cette tarification à l'acte. Est-ce que c'est la médecin qui nous parle ou la députée de la majorité? Oui. Et les deux situations sont aussi honorables. Je pense que c'est les deux, parce que je pense que c'est le fond. J'aimerais entendre la médecin. C'est le fond de la réforme, c'est-à-dire qu'on sort de cette tarification à l'acte pour penser aux patients, pour arrêter cette compétitivité qu'on peut avoir entre services d'un même hôpital, la compétitivité qu'on peut avoir entre hôpitaux eux-mêmes, pour ramener à soi les financements qu'on peut avoir parce qu'on fait plus d'actes ou des actes plus rentables, entre guillemets. Donc on va essayer d'avoir une autre approche. Et ce que dit le professeur Grimaldi, ce sont des pistes qui ne sont pas encore... qui ont été des idées, mais qui ne sont pas encore décidées, puisqu'on l'a entendu ce matin, on se donne 3 mois, en fait, pour pouvoir réfléchir et faire des groupes de réflexion. Quelqu'un a des idées très arrêtées sur la question? Qui ne sont pas exactement celles de Mme Bagari. Alors, lui n'est pas médecin, mais il est député, mais il a visité des hôpitaux. Et le 30 janvier dernier, François Ruffin, mon Dieu, François Ruffin, c'est à cause de vous. François Ruffin, donc député de la Somme de la France Insoumise, s'adressait en ces termes à la ministre de la Santé. Pardon, on l'entend. Les hôpitaux craquent, les médecins s'alarment. Qu'avez-vous à leur offrir? De la compassion, ça oui, vous en avez. Délaissez un instant les belles paroles. Ne me répondez même pas un mot, pas une phrase. Je n'en serai pas outré. Faites simplement un geste. Sortez le carnet de chèques. Merci, monsieur le député. De ce pays. Il faudrait sortir le carnet de chèques, Éric Favreau? Ou c'est sans fin? Il y a les deux. Il y a quand même un vrai constat, c'est que quand même, quand on voit les hôpitaux, il y a quand même, les gens se plaignent pour de vrai, quoi. Le personnel soignant se plaint, les médecins se plaignent. Je parle pas des patients. Donc il y a manifestement un problème. Mais le problème, c'est que c'est une autre chose, c'est que quand même les hôpitaux, c'est la moitié des dépenses de santé. Et pour dire les choses simplement, il y a trop de gros hôpitaux en France. Les hôpitaux sont plus à taille humaine? Ça, c'est autre chose, mais il y a trop d'établissements. Et de toute façon, les hôpitaux de pointe, ça n'a rien d'humain, quoi. Un hôpital de pointe, ne rêvons pas. C'est autre chose, les structures de soins humains, etc. Il y a toute une série de panoramas de structures qu'il faudrait imaginer. Et là, aujourd'hui, on est très centré sur le gros hôpital qui a tout. Et toutes les régions en ont, toutes les préfectures en ont, etc. Et grosso modo, quand même, entre nous... on est demander entre nous, là, Éric Favreau. Il ne va pas se faire opérer n'importe où. Hein. Ah oui, il n'irait pas à l'hôpital de... Non. Donc il y a quand même un problème d'égalité. Opérer demain à la Salpêtrière. Et d'inégalité, voilà. C'est plus... Il y a évidemment, manifestement, cette plainte est réelle, cette plainte sur les moyens, mais de l'autre, on dépense beaucoup pour l'hôpital déjà.
Claude. Professeur Grimaldi, il y a un paradoxe. On entend des choses absolument terribles sur la situation de l'hôpital, choses réelles et avérées. Le malheur, on la lit notamment dans Libération. Mais en même temps, on s'accorde à considérer que nous avons un bon système d'hôpital. Un système que beaucoup de gens à l'étranger nous envient. Qu'est-ce que je dois entendre ce soir? Bon système ou système qui est mort? Non, tout dépend de la pathologie que vous avez. Si vous avez, en gros, on a essayé de construire un système de santé en France autour des maladies aiguës. Aiguës bénignes en ville, aiguës graves à l'hôpital. Vous avez besoin d'une greffe d'organes. En France, c'est quand même fantastique. Il y a 6 000 greffes par an, vous n'entendez pas parler. Ça ne fait pas la une des journaux. Il y a quand même des avions qui décollent pour ramener l'organe dans le temps voulu. Il y a des ambulances et tout ça se fait parfaitement. Vous avez un infarctus du myocarde. Vous faites le 15, vous ne passez pas par les urgences, vous arrivez, on débouche votre artère. Alors où est-ce que ça grippe? C'est la thrombolie. La maladie chronique, là c'est une catastrophe. Parce qu'une fois que vous êtes greffé, vous avez un traitement à vie, d'immunodépression. Là vous avez des problèmes, vous risquez de cancer, mais vous continuez à fumer. Vous avez des problèmes, les médicaments font que vous êtes diabétique. Ah mais personne ne regarde vos pieds, alors vous faites une plaie et c'est une catastrophe. Et je pense que dans l'hôpital, le plus haute technicité doit rester un hôpital totalement humain. Moi j'ai introduit à la Salpêtrière, un théâtre du vécu avec des comédiens et des patients. Parce qu'un patient qui n'arrive pas à se soigner, parce qu'il n'arrive pas à faire le deuil de son enfant éventuellement, pouvoir le verbaliser, l'expliquer, le vivre ensemble, c'est un grand gain plutôt que d'attendre que le malade ait toutes les complications et aille en dialyse, parce qu'en dialyse, on sait faire. Donc, c'est deux médecines différentes, et c'en est trois à vrai dire. La maladie aiguë bénigne, la médecine libérale a été performante. La maladie aiguë grave, nous restons très performants. Quand vous êtes en réanimation, en neurochirurgie, vous êtes bien soigné en France. Alors, professeur Grimaldi, Nadia va revenir, mais sous un autre angle, avec vous et avec nous, évidemment, sur les maladies chroniques. Oui, qui constituent un véritable défi parce qu'elles sont de plus en plus nombreuses, ces maladies chroniques. Elles touchent plus de 15 millions de personnes aujourd'hui. C'est 2 fois plus qu'il y a 20 ans, du fait notamment du vieillissement de la population, exactement. Et il semble que notre système de soins n'y soit pas adapté. Une personne atteinte de maladie chronique sur 2 ne prend pas ses médicaments ou ne suit pas les recommandations des praticiens. Alors, pas tellement parce qu'elle est irresponsable, mais souvent parce qu'on lui a peu ou mal expliqué la maladie ou le traitement. Un autre chiffre assez édifiant, 76% des personnes souffrant de pathologie cardiaque ne consultent pas de cardiologue après la sortie de l'hôpital. La difficulté pour obtenir un rendez-vous chez un spécialiste, ça y est évidemment pour beaucoup. Et le bas blesse aussi pour la prise en charge financière. Théoriquement, ces maladies chroniques sont prises en charge à 100%, mais la facture va s'alourdir avec des frais cachés, notamment parce qu'on va multiplier les actes. Par exemple, si vous êtes diabétique de type 2, vous devrez renouveler votre ordonnance en vous rendant 8 fois par an chez un généraliste. Éric Favreau, est-ce qu'on ne peut pas imaginer des protocoles pour rendre tout ça plus fluide, moins coûteux pour tout le monde? Alors, dès que j'entends le mot protocole, je m'inquiète un peu. Parce que les moyens, si vous préférez. Non, mais parce qu'on est quand même submergé d'un langage administratif dans le monde de la santé qui devient presque étouffant. Comment on fait alors? Mais tout bêtement, ça serait déjà assez sympathique de la part des médecins hospitaliers qu'ils préviennent, qu'ils téléphonent ou qu'ils envoient un simple compte-rendu aux médecins généralistes traitants. Ils le font pas ? Ils le font de façon très irrégulière, voilà, très aléatoire. Il y a quand même une tradition, et André Grimaldi en est une magnifique illustration. L'hôpital, c'est quand même c'est le nec plus ultra, hein, c'est le mieux, quoi. Hein. Et la médecine de ville, hein, on regarde ça de façon un petit peu distante. Dites-le à votre voisine, ça. Répondez, voisine. Non, s'il vous plaît. Moi, Delphine Bagary. C'est sur quoi je veux répondre par rapport à cette prise en charge des maladies chroniques. Effectivement, ça change complètement, nous, notre travail de généraliste maintenant par rapport à ce qu'on pouvait le faire il y a 20 ans, notamment de la prise en charge en équipe. Voilà. Quand on parle des jeunes médecins qui ne veulent plus s'installer seuls, c'est pas qu'ils veulent plus s'installer seuls, c'est que de s'installer seul, ça sert à rien. La prise en charge d'un patient, il doit se faire en équipe, une équipe pluridisciplinaire. Donc quoi, une infirmière, un médecin, un pharmacien, le kiné, ce qu'il faut, le pharmacien bien entendu. Et bien entendu, il faut qu'il y ait aussi la coordination avec l'hôpital et qu'on soit au courant au même moment. Et là, j'allais dire, c'est là où il faut qu'on fasse des progrès. C'est là où peut-être la numérisation des données, le dossier médical personnalisé est partagé
soulager, va pouvoir... rendre les choses plus fluides. Oui, fluidifier. C'est une demande des professionnels, mais c'est une demande des patients aussi. Les patients veulent devenir aussi plus acteurs, on va dire, connaître ce qu'on leur fait et adhérer. Et comme ça, c'est comme ça aussi qu'on adhérera au traitement. C'est comme ça, c'est parce qu'on aura aussi cette action plus facile et cette communication plus facile avec le pharmacien qu'on pourra faire des progrès sur l'observance. Les pharmaciens ont beaucoup travaillé là-dessus, les pharmaciens d'officine. Hein, c'est pas, enfin, il y a vraiment des gros progrès qui ont été faits, notamment dans la nouvelle convention des pharmaciens. Cette partie-là de coordination et cette valeur ajoutée du pharmacien vis-à-vis d'un traitement, de l'observance, de ce qu'on appelle la conciliation thérapeutique est extrêmement importante. Claude. Donc on a un besoin de coordination, d'organisation, de partage. Question, il y a énormément de doutes dans le public sur les pratiques médicales, qu'il s'agisse de l'obstétrique, qu'il s'agisse de la vaccination, qu'il s'agisse de maladies un peu mystérieuses, comme l'exposition aux ondes électromagnétiques, contestées par la plupart des médecins, mais ressenties par des gens. Est-ce que remettre le patient au cœur du système, c'est aussi guérir ses peurs et peut-être remettre de la rationalité ? Je crois que les doutes, on se fait les doutes qu'on a ne représentent pas la majorité quand même des patients. Quand vous interrogez les gens, ils ont quand même confiance. Il y a une défiance quand même. Il y a une défiance, mais pas une défiance qui est générale. La défiance, on a confiance en notre hôpital et on a confiance dans le système de santé. Et parce qu'on sait qu'à un moment donné, on va toujours être pris en charge. Je crois que c'est très important ça aussi. C'est-à-dire que l'hôpital public... L'accès aux soins, c'est pour ça que le système de santé reste excellent dans l'esprit des gens, parce qu'on est accueillis aussi. Rapidement. Oui, il y a effectivement une défiance qui s'est constituée à partir de certains scandales, comme le plus grave était le Mediator dans les années récentes, il y en a eu d'autres. La question clé, c'est de la relation et de la confiance. Les gens gardent confiance dans leur médecin. Ça, c'est un problème clé. S'ils n'ont pas confiance, il faut changer de médecin. Vous devez avoir confiance. Mais ce n'est pas une confiance de type infantile, c'est pas ça. Je veux être informé, je veux qu'il puisse comprendre ce que je dis, il peut répondre à mes questions, il peut me dire « je ne sais pas ». Mais je vais m'informer, je vais vous dire. Parce que les gens apprennent beaucoup de choses au niveau de connaissance des patients à augmenter. Mais il est aussi hétérogène. Ils se demandent, ils vont sur un site, ils vont à un autre, ils voient un doyen qui dit que les statines, c'est catastrophique. Ils se disent « mais alors qui croire ?» Bon, et donc il faut pouvoir répondre avec authenticité et parfois dire « je ne sais pas, mais je vais m'informer, ce que vous me dites hein, ». Et c'est la qualité de la relation. Et quand on vous dit que l'observance est de 50%, c'est une moyenne. Parce que selon les études... L'observance des traitements et des... Oui, dans le cas des maladies chroniques. Dans le cas des maladies chroniques. Ça va de 30 à 80%. Et je pense qu'une des critères clés, évidemment, c'est comprendre ce que vous avez dit. On m'a expliqué. Mais pas seulement. Hein. C'est évidemment la qualité de la relation. Oui. Et est-ce que le patient est convaincu qu'il est d'accord pour faire ? Est-ce qu'il est vraiment d'accord ? S'il n'est pas vraiment d'accord, ben, il ne fait pas. S'il ne croit pas que c'est efficace, il ne le fait pas. S'il pense que c'est d'autres médecines, qu'il ne fait pas. Mais moi, je fais l'autre médecine quand je fais de l'éducation thérapeutique. Quand on fait du théâtre, du vécu avec des patients qui jouent le rôle de metteur en scène, ça donne envie de venir vous voir. C'est une autre médecine. Ça donne envie d'être malade, mais oui, malade chez lui. Je ne pensais pas qu'on pouvait faire ça à l'hôpital, mais on pourrait essayer de le faire en ville. On le fait samedi avec des Parkinsoniens. On l'a fait avec des mères de drépanocytaires à Necker. Bon, ces femmes qui ont un enfant qui est une maladie de la douleur, qui n'ont jamais pu exprimer leur propre douleur de mère. Bon, si vous êtes capable d'écouter ça, ça change les choses. Et évidemment, la coordination est clé, parce que s'il y a une chose à l'hôpital et puis que c'est l'inverse en ville, si les médecins ne disent pas la même chose... On voudrait vous écouter toute la soirée, mais on voudrait vous faire écouter à tous les trois la ministre de la Santé, à laquelle Thibault Nolte tresse des louanges, car elle aime l'hôpital. Regardez, écoutez. Ils ont fait preuve d'engagement et méritent bien quelques encouragements. Tandis que l'hôpital français est en syncope, la ministre de la Santé a un plan pour le réanimer. Alors, faut-il cloner Agnès Buzyn ? Agnès Buzyn est le choix présidentiel pour guérir la médecine française, lady charmante mais subclaquante. Agnès est professeure d'hématologie, badass des greffes de moelle osseuse et rare éminence de la Startup Nation a dénoncé la course à la rentabilité de l'hôpital. Pourquoi vous avez opéré la patiente 2 fois ? Une fois pour poser la broche et une fois pour l'enlever. Donc on pose, on enlève, hein ? Faudrait savoir. C'est pas très carré tout ça. C'est la médecine qui a choisi Agnès, parce que sa copine de CP n'a pas survécu à une leucémie, parce que son père chirurgien l'emmenait au bloc plutôt qu'au cinéma, et parce que le même, qui a connu Auschwitz de 12 à 15 ans,
lui a transmis 2 ou 3 trucs sur l'empathie. Dis-moi, papa, pourquoi t'es devenu médecin? Mais parce que là-bas, ils cassaient les humains. Et moi, je les répare. Je me venge, si tu veux. Petite, Agnès fréquente l'école alsacienne à Paris, un bouillon de culture pour reproduction des élites, et elle use ses doigts au piano. Toubib de gauche et de renom, elle combat les leucémies, gagne parfois, et fait carrière dans d'innombrables organismes de recherche. Agnès est une fille sage, travaille tout le temps, ne dit pas de gros mots, ne lève pas le coude et bataille contre la clope dans les films. Elle dit qu'elle va changer la place de l'hôpital public dans notre système, qu'elle adore le heavy metal et qu'elle a fait du chopper à New York. Et Agnès, tu sais, en fait, t'es plus moto que beaux-arts, et plus métal que hôpital, et plus... Et toi, t'es plus pétard que ronsard. Allez, roule ma poule. Oh. On la croit, elle est hématologue. Bon sang ne saurait mentir. Merci Thibault Nolte. Claude. Éric Favreau, qu'est-ce que vous attendez des 3 mois, je crois, de consultation qui s'engagent maintenant? C'est compliqué parce que ce qu'il faut espérer, c'est que Agnès Buzyn et le gouvernement aient des idées en tête. Là, ils ne se sont toujours pas dévoilés sur la suite. Ils ont ouvert une concertation, c'est très bien, des chantiers. Il y a voilà, et l'autre chose... La force et le bouillonnement que vous décrivez dans vos articles, oui, dans les textes que vous publiez, est-ce que ça peut donner quelque chose? Est-ce que le corps médical, et j'allais dire la Société des malades aussi, peut réinventer un rapport à la médecine dans ce Oui, mais je crois il y a beaucoup de changements. Et quand j'entends, vous voyez, tous ces discours qui tournent en rond sur mettre le malade au cœur du système de santé, qui sont absolument charmants, que tout le monde répète comme un disque rayé, c'est un peu autre chose. C'est le malade est la solution, c'est pas le problème. C'est ça, c'est une partie de la solution. Donc c'est tout un changement de regard, y compris de la part des soignants, parce que c'est très sympathique, ce qui peut se faire dans certains grands services hospitaliers. Mais ça ne suffit pas. On le voit bien sur le lévothyrox, parce que les mêmes médecins nous disent que c'est une affaire de... C'est un nocebo, hein, monsieur Grimaldi. Vous dites qu'il y a un mépris des patients aujourd'hui, non, parfois? Mais le patient est une partie de la solution. Et ça, c'est pas encore rentré. Et je crois que dans les hôpitaux, il y a une vraie nécessité à ce qu'ils soient beaucoup plus à l'intérieur. Et puis simplement qu'on les traite bien.